Bonsoir. On m'a invité à tenir cette conférence. Dr Sheldon Cooper en personne. Je m'attendais à un vrai tonnerre d'applaudissements. Mais bon, je suppose qu'un silence ébahi est tout aussi approprié. Si j'ai accepté de prendre la parole devant vous ce soir, c'est parce qu'on m'a dit que vous étiez les plus prometteurs et les plus brillants étudiants en doctorat de cette université. Vous êtes en quelque sorte le plus important des électrons d'un atome d'hydrogène. Bien sûr, vous savez tous qu'il y a seulement un électron dans un atome d'hydrogène, n'est-ce pas? Les plus brillants, tu parles. Bon, Trêve de blabla et on va essayer de comprendre ce que nous a dit Sheldon et on va voir si vous êtes bien les meilleurs. Puisqu'on va voir dans ce chapitre donc les atomes, notamment l'atome d'hydrogène, et on verra donc les différents ions de nos différents atomes. Alors, avant de démarrer là-dessus, il faut comprendre ce qu'est un atome. Et donc, pour bien comprendre, il faut étudier un petit peu le dessin dont on a l'habitude de voir des atomes, ce petit dessin là en haut à gauche, où on voit ces différentes choses habituellement. Eh bien, on va essayer de bien le comprendre, à essayer d'étudier les différentes parties. Alors, vous avez les petites boules rouges ici, c'est souvent ce qu'on appellera donc des neutrons. Ça fait partie donc du noyau. Puisqu'un atome est composé d'un noyau et d'électrons qui gravitent autour. Et donc dans ce noyau, on va aussi y trouver des protons. Et donc, il y a des choses qui gravitent tout autour, ce sont nos électrons. Alors une fois que l'on a compris ça, eh bien, il faut savoir que chaque atome, chaque élément a en fait une composition différente pour son noyau et pour son nombre d'électrons. Pour cela, eh bien, les chimistes ont décidé d'utiliser un symbole. C'est ce que vous trouvez ici en haut à droite, avec X qui sera en fait le symbole de l'élément. Alors vous en connaissez quelques-uns, notamment celui du fer que l'on a étudié il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez le symbole de l'oxygène, vous connaissez le symbole du carbone. Vous devez en connaître d'autres, mais on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, vous avez deux lettres qui sont en fait des nombres. Alors, on va avoir tout d'abord Z. Alors, Z, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Alors, il est unique pour chaque élément. Donc, le fer a son propre numéro, l'oxygène a son propre numéro, le carbone a son propre numéro. Et en fait, à chaque numéro atomique correspond en fait aussi un nombre de protons. Donc le numéro atomique, c'est aussi le nombre de protons qu'a un noyau. Au-dessus, donc on va avoir A. A, c'est donc... alors, il a eu plusieurs noms. Avant, on l'appelait aussi le nombre de masse. Maintenant, on l'appelle plus souvent le nombre de nucléons. Ouh là là, mais c'est quoi ce truc, les nucléons? Eh bien, les nucléons, si on regarde un petit peu l'étymologie, nucléon, ça veut dire nucléaire, nucléus, ça veut dire noyau en fait. Et donc, c'est le nombre de particules dans le noyau. Ça revient en fait à dire que c'est en fait mon nombre de protons que je vais trouver dans mon noyau plus le nombre de neutrons. Donc A en fait ça regroupe le nombre de protons et le nombre de neutrons. Vous allez me dire, ce symbole est pas très sympa, il ne m'indique pas le nombre d'électrons. Eh bien non, puisqu'en fait ce symbole, c'est le symbole du noyau. Le nombre d'électrons, on le trouvera différemment en se rappelant en fait que un atome est électriquement neutre. Alors pourquoi je peux dire ça? Pourquoi mon atome est électriquement neutre? Parce que ça va dépendre en fait des charges de mes particules. Alors, j'ai mon électron,
enfin mes électrons qui sont dans le cortège électronique, qui gravitent autour du noyau. Chaque électron a une charge de moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, que l'on note aussi moins E. Alors E, en fait, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire. Donc petit e, c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire, c'est la plus petite charge possible. Et donc cette charge élémentaire petit e, eh bien elle vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Coulomb étant donc l'unité de la charge électrique. Mon électron étant négatif, il a donc une charge de moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Mon proton, lui, a une charge de plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs, c'est-à-dire plus E. Mon neutron, vu son nom, eh bien en fait il est neutre, il n'a pas de charge électrique. Et donc, comme je le disais précédemment, si j'ai 5 protons, en fait mon noyau a une charge donc de 5 fois E. Si mon atome est électriquement neutre, il y a forcément donc autant d'électrons, puisque je dois avoir moins 5E pour mon nombre de charges d'électrons, et donc ça correspond exactement à ce que l'on a dit précédemment. Donc chose à retenir, un atome est électriquement neutre, il possède donc le même nombre Z d'électrons que de protons. À noter aussi donc la masse d'un électron, 9,1 10 puissance moins 31 kg, qui n'est pas à connaître par cœur. La masse d'un proton, 1,67 10 puissance moins 27 kg. La masse d'un neutron, 1,67 10 puissance moins 27 kg. Des valeurs donc là ici à ne pas retenir. Nous en avons donc fini sur la constitution donc d'un atome et nous allons donc parler du noyau et en fait de la masse de l'atome. Alors la masse d'un atome, on dit souvent qu'elle est concentrée dans son noyau. Alors pourquoi peut-on dire ça? Eh bien parce qu'on a regardé la masse en fait d'un électron et on a comparé ces deux valeurs. On a appris dans le chapitre précédent à comparer des valeurs et donc on va le faire ici. Si je compare la masse d'un neutron, que je vais écrire petit m, divisé donc par la masse d'un électron. Je vais bien comparer la masse de mon neutron avec la masse d'un électron. Ça me fait donc 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg que je vais diviser par 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Si je prends ma calculatrice, je vais obtenir 1,83 fois 10 puissance 3. Donc ça nous fait approximativement 1800. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse de mon électron est 1800 fois plus petite que la masse du neutron. Et donc ce qu'on pourra retenir, c'est que la masse donc, de l'électron est vraiment toute petite par rapport à la masse d'un neutron ou d'un proton. Puisque, on l'a vu aussi juste avant, la masse d'un neutron est sensiblement égale à la masse d'un proton. Donc la masse des électrons est totalement négligeable par rapport à la masse des neutrons et des protons. C'est pourquoi on va considérer donc uniquement la masse du noyau pour la masse d'un atome. On peut le redémontrer mathématiquement, puisque si je veux calculer donc la masse d'un atome, eh bien on va simplement faire une petite addition. Je vais noter donc grand M la masse de mon atome. Ce sera donc le nombre de protons fois la masse d'un proton, plus mon nombre de neutrons fois la masse d'un neutron, plus le nombre d'électrons fois la masse d'un électron. Si je factorise par la masse d'un proton ou la masse de neutrons qui sont sensiblement équivalentes, c'est ce que l'on a noté ici, je vais donc avoir le nombre de protons plus le nombre de neutrons
multiplié par la masse d'un proton, ou la masse d'un neutron, hein, peu importe, plus le nombre d'électrons fois la masse d'un électron. En fait, on se rend compte ici que le nombre de protons plus le nombre de neutrons, c'est notre fameux grand A, notre nombre de nucléons. Et si je reprends la phrase précédente, donc la masse des électrons est négligeable face à la masse des neutrons, eh bien je peux complètement négliger ici ce terme. Donc celui-ci, on va pouvoir complètement l'enlever. Et donc, ça va nous donner la masse d'un atome sera donc égale à A, donc le nombre de nucléons, fois la masse d'un proton ou d'un neutron. Donc, petite formule à retenir. Et donc à connaître. Maintenant, totalement autre chose, les isotopes. Enfin, pas complètement autre chose, on va parler donc toujours des atomes. On va parler de deux isotopes. Alors, je vais vous en présenter deux. Il y en a des millions d'autres. On va parler de l'uranium 235 avec son numéro atomique 92 et puis l'uranium 238. Si je m'amuse avec ces deux éléments, eh bien je peux m'amuser notamment à déterminer le nombre de neutrons pour chacun de ces deux isotopes. Eh bien le nombre de neutrons ici pour l'uranium 235, c'est bien A moins Z, c'est donc 235 moins 92, et j'obtiens donc 143 neutrons. Je peux faire la même chose donc pour l'uranium 238. Son nombre de neutrons, c'est toujours A moins Z. C'est égal donc à 238 moins 92. Et ça nous fait ici, pas 143, mais 146 neutrons. Donc ça, c'est pour leur nombre de neutrons. Si je regarde pour tous les deux, le nombre de protons, eh bien, il est de 92, puisque Z vaut 92. Et si je regarde donc le nombre d'électrons, eh bien, je vais aussi avoir donc 92 électrons, puisque j'ai autant d'électrons que de protons, puisque l'atome ici d'uranium est neutre. Donc si je regarde la différence entre ces deux éléments, qu'on appelle donc des isotopes, la seule différence, c'est leur nombre de neutrons. Eh bien, c'est ce qu'il faudra retenir ici. Donc des isotopes sont un même élément, mais avec un nombre de neutrons différent. Donc des isotopes sont un même élément, sont dérivés d'un même élément, mais avec un nombre de neutrons différent. Et deuxième chose à retenir, c'est qu'ils ont des propriétés chimiques identiques. Nous passons à 3 petits quiz. N'hésitez pas à faire pause. Passons à la suite. Alors, la suite, c'est la structure électronique. Alors, qu'est-ce que la structure électronique? C'est en fait comment sont agencés les électrons autour du noyau. Ces électrons ne seront pas n'importe où, ils vont se retrouver sur ce qu'on appelle donc des couches électroniques. On aura tout d'abord une première couche qu'on appelle la couche K, puis une couche L, puis une couche M. Et donc, un atome qui possède un seul électron, comme on vous l'indique ici, eh bien cet électron va se trouver dans la couche K. C'est comme s'il se retrouvait dans une orbite autour de mon noyau, et c'est la couche K. On symbolisera donc l'emplacement de cet électron en écrivant donc couche K avec des parenthèses et un 1 en exposant pour dire que j'ai un électron sur ma couche K. Maintenant, si j'ai un élément avec
2 électrons, et bien ce deuxième électron se trouvera aussi sur la couche K. On le symbolisera par K2. Si maintenant j'ai 3 électrons, eh bien ce troisième électron va se situer dans la couche L, puisque la couche K en fait ne peut soutenir que 2 électrons. La couche L va pouvoir en soutenir 8. Et donc ici, pour 3 électrons, je vais avoir 2 électrons sur ma couche K, 1 électron sur la couche L, et donc le symbole, ce sera K2, L1. Si maintenant j'ai 4 électrons, K2, L2, puis K2, L3, L4, L5, L6, L7, L8. Ma couche L est maintenant remplie. Je vais devoir donc remplir une nouvelle couche qu'on appelle la couche M. Alors attention, la couche M ici est modélisée avec 8 emplacements. Or, il y en a 18. Donc ma couche M peut contenir 18 électrons. Et donc on aura un nouveau symbole, là, K2, L8, M1, pour un atome ou un ion qui possédera donc 11 électrons. Et ainsi de suite. On s'arrêtera là, en tout cas pour la couche électronique, pour la structure électronique en seconde, avec K2, L8, M8. On ne vous demandera jamais d'ajouter plus de 18 électrons. Alors pourquoi voir cela? Eh bien, une fois que l'on a bien compris en fait ces structures électroniques, on va pouvoir parler d'ions. Mais avant cela, une petite question. Et on passe à la suite, donc aux ions. Maintenant que l'on a bien compris la structure électronique et la composition donc, du noyau, on va pouvoir comprendre comment fonctionnent donc les ions. Alors, pour comprendre bien ces ions, il faut d'abord avoir un petit peu étudié en fait la structure électronique des gaz nobles. Alors, les gaz nobles, ce sont des éléments particuliers que l'on connaît maintenant très très bien. Et donc, on va avoir, par exemple, l'hélium. L'hélium que l'on symbolise par He et qui a donc un numéro atomique 2. Ça veut donc dire qu'il possède donc 2 protons, puisque son numéro atomique vaut 2. Et comme il est neutre, ça veut dire qu'il a 2 électrons. Sa structure électronique est donc en K2. Si maintenant je m'intéresse au gaz noble suivant, on va avoir le néon, qui lui a un numéro atomique de 10, c'est-à-dire 10 protons, or l'atome est neutre, il a donc 10 électrons. Sa structure électronique sera donc en K2, L8. Et encore un autre, on va parler de l'argon, qui est donc avec 18 protons, donc 18 électrons, et donc on va avoir une structure électronique en K2, L8, M8. Eh bien, en fait, ces structures électroniques impliquent que ces éléments sont stables. Donc, les gaz nobles sont stables dû à leur structure électronique. Puisque ce gaz noble termine avec 2 électrons sur la couche K, elle est remplie, donc il est stable. Pour le néon, il remplit sa couche L, donc il devient stable. Vous allez me dire, l'argon ne complète pas complètement sa couche M, mais 8 en fait le stabilise déjà fortement. S'il n'avait que 7 électrons, il ne serait pas stable. Avec 8, il devient stable. Donc c'est ça qu'il faut retenir ici. C'est que lorsque l'on a une structure électronique comme un gaz noble, donc c'est-à-dire de ce type-là, eh bien, mon élément devient stable. C'est ce qui va arriver donc à mes ions. Mes ions vont chercher en fait à avoir une structure électronique comme un gaz noble. C'est ce qu'on vous dit ici. Un ion est un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc il va chercher à gagner ou perdre des électrons. Il porte donc une charge électrique. Un anion porte une charge négative, un cation porte une charge positive. Et donc, avec la règle de l'octet,
Un atome forme des ions afin d'acquérir une structure électronique stable d'un gaz noble qui possède un duet ou un octet d'électrons sur sa couche externe. Un duet veut donc dire qu'il va posséder donc deux électrons sur sa couche externe. Ça veut dire qu'on sera en K2. Un octet veut dire qu'il va vouloir avoir 8 électrons sur sa couche externe, c'est-à-dire la couche la dernière remplie. Donc on va avoir quelque chose en K2L8 ou bien en K2L8M8. Un dernier questionnaire avant que le chapitre ne se termine. Merci à vous et bon courage.